Donc l'exposé d'aujourd'hui traitera du voyage dans l'Empire romain. Donc j'ai pris les bornes du 1er siècle avant Jésus-Christ, principalement au début du Principat d'Auguste jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, vers l'époque sévérienne. Et je vous propose de commencer cet exposé par quelques vers tirés des élégies de Properce, alors qui est un poète latin, contemporain d'Auguste, et qui illustre bien la version des Romains pour la mer, mais aussi pour les voyages en général. Alors que tu braves les vents pour t'enfuir loin de moi, soutiendras-tu les flots de la mer en furie? Au lit dur d'un vaisseau dormiras-tu scintille? Ton pied petit, mignon, sous de nouveaux climats, pourra-t-il supporter la neige et les frimas? Alors le citoyen romain est par nature fondamentalement attaché à sa terre. Alors c'est la guerre en latin, AGER, et s'en éloigner est pour lui un véritable déracinement, un déchirement. Leur civilisation cultivant la sédentarité comme une vertu, les Romains allaient parfois jusqu'à considérer le voyage comme un tabou. Ces mœurs sont très éloignées des Grecs, qui eux pouvaient parcourir des centaines de kilomètres dans le cadre des panégyries ou vers les grands sanctuaires panhelléniques, comme celui de Delphes, dont on ne trouve aucun équivalent romain par ailleurs. Alors le récit de la fondation de Rome cultive également cette hantise du voyage, puisqu'Énée, l'ancêtre de Romulus et Rémus, a fui Troie en quête de sédentarité. Alors c'est un récit très connu tiré de l'Énéide de Virgile, qui raconte la fondation de Rome. Alors pourtant, dès après le 1er siècle avant Jésus-Christ, les récits de voyage se multiplient dans l'Empire romain. Ces derniers sont d'ailleurs très souvent écrits par des Grecs, qui s'inspirent des récits homériques et qui font la part belle à l'imagination, à la fascination, alors pour des contrées lointaines, mais également et surtout au mensonge. Alors on peut relever Lucien de Samosate, qui au IIe siècle après Jésus-Christ s'amuse même à pasticher quelques récits extraordinaires teintés de mensonges et de l'imagination débordante de certains de ses compatriotes. Alors cependant, bien que parfois fantaisistes, ces écrits antiques nous renseignent sur la perception du monde connu par les habitants de l'Empire romain, qui s'étale tout de même sur 5 millions de kilomètres carrés en 117 à l'époque de son apogée, donc sous Trajan. Également, nous pouvons utiliser des sources plus officielles qui racontent des voyages de bien plus grande importance pour l'Empire. Ainsi, Polybe, par exemple, nous conte dans ses histoires la mission de Scipion Émilien en Orient, en moins 136, et César nous narre sa conquête de la Gaule dans ses commentaires. Alors ces voyages officiels vont bien entendu de pair avec l'expansion de l'Empire romain, et montrent une certaine volonté de la part des élites de vouloir explorer le monde connu, mais aussi une diversification des raisons de voyager. Il est donc pertinent de faire débuter cet exposé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors dès lors, la question que l'on peut se poser semble a priori simple, mais elle mérite d'être soulevée. Alors comment et pourquoi voyage-t-on dans l'Empire romain du 1er siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle après Jésus-Christ? Nous analysons donc la pratique du voyage, qu'il soit intérieur à l'Empire ou extérieur, qui peuvent nous mener à ses confins parfois, pour ensuite tenter de saisir les diverses raisons qui peuvent pousser le Romain à entreprendre un voyage. Alors donc dans une première partie, on verra bien sûr la pratique du voyage. Comment on voyage? Principalement, ce sera la question à laquelle je vais essayer de répondre. Donc il y a deux types de voyages, sur terre et sur mer. On analysera un peu les routes, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Et ce sera intéressant aussi de commencer sur un tour d'horizon du monde connu des Romains. Alors l'une des sources les plus pratiques dans la compréhension du monde connu des Romains est la géographie de Strabon, qui est un recueil encyclopédique de divers livres qui décrivent à chaque fois un lieu en particulier. Il est en plusieurs livres, chaque lieu correspond à un livre en général. Alors il est réalisé sur près de 40 ans par l'historien grec Grand Voyageur, qui à partir des années 20 avant notre ère, se met à écrire son ouvrage. Alors le texte reste incomplet, puisque subitement arrêté par la mort de l'auteur, pour autant, il contient déjà un certain nombre d'informations permettant de dessiner un portrait global du monde connu par les Romains. Alors l'ouvrage développe ainsi la description de régions du monde connu par les Romains, telles que l'Hispanie, la Gaule, l'Égypte, l'Italie, la Grèce, l'Asie mineure, le Caucase ou encore l'Arménie, et d'autres régions un peu moins connues des Romains, comme l'Arabie, qui est sobrement appelée l'Arabie heureuse par les Romains, ou encore
certaines régions des confins comme l'Asie ou l'Inde, voire encore l'Irlande. Et une autre source bien connue provient aussi de Claude Ptolémée, qui est un géographe du 1er siècle, qui, dans sa géographie, c'est l'habitude pour les géographes d'intituler leur ouvrage Géographie quand on écrit à l'époque de l'Empire romain. Et donc ce Claude Ptolémée va nous livrer une compilation des connaissances du monde connu, donc ce qu'on appelle en grec, et qu'on reprend aussi dans le monde romain, le terme d'œkoumène. Les Romains sont en fait tributaires de toutes les connaissances acquises par la civilisation grecque, et particulièrement à l'époque des philosophes ioniens, mais aussi à l'époque hellénistique où Alexandrie fut un grand centre de savoir. Et on savait par ailleurs que la Terre était ronde, et on connaissait approximativement sa circonférence grâce au calcul d'Ératosthène, qui savait donc par conséquent que le monde connu se situait dans l'hémisphère nord de la sphère et occupait une très petite partie justement de l'hémisphère nord. Et l'idée de continent d'ailleurs provenait aussi des philosophes et géographes grecs qui en distinguaient trois principaux, donc l'Europe, l'Asie et l'Afrique, avec deux frontières immuables qui les séparaient. On a donc le fleuve Don, qui aujourd'hui coule en Ukraine, qui séparait l'Asie de l'Europe, et le Nil, qui séparait l'Asie et l'Afrique en Égypte actuelle. Alors sur la diapo que je vais vous montrer, vous avez une représentation de l'œkoumène d'après les travaux de Ptolémée. Alors bien sûr, il s'agit d'une reconstitution postérieure, du XVe siècle précisément. Alors aucune carte ne datait de cette époque. Il n'y a aucune carte de cette époque qui nous est parvenue, parce que on n'en a pas les traces, on les a perdues, mais c'est sûr et certain qu'il en existait. Alors on va aborder maintenant le voyage sur Terre. Alors pour comprendre les voyages terrestres réalisés par les Romains, une première clé d'analyse se fait au travers du réseau routier romain. Alors en effet, en comprenant la construction des chaussées, on peut alors entreprendre la reconstitution de ces voyages, notamment sur leur durée, leur praticité, mais aussi et surtout sur leur sécurité. Alors les routes étaient construites de sorte que l'eau puisse s'écouler avec de part et d'autre des trottoirs pour les trajets sans véhicule. Alors c'est ce que vous voyez sur cette diaporama, où vous voyez que la route est un peu bombée, et donc en temps de pluie, l'eau avait tendance à stagner sur les côtés, et donc laissant la chaussée au sec. Et là vous voyez en 6 et en 7 les trottoirs sur lesquels marchaient donc les citoyens à pied. Et donc quand on empruntait un véhicule, on verra juste après des exemples de véhicules, on prenait la route principale. Alors ces voies de communication étaient composées de gros pavés aux formes irrégulières, comme vous pouvez le voir sur cette image, de la Via Appia près de Rome, ou Voie appienne en français. Et donc vous imaginez bien que ces gros pavés faisaient de ces routes des chemins très peu confortables, que ce soit pour les humains ou même pour les animaux. Les objectifs principaux de ces routes étaient alors de faire la jonction au plus court entre deux points géographiques, donc d'où la construction de ponts ou de tunnels qui permettaient de réduire les temps de trajet, en s'adaptant aux différentes morphologies des lieux arpentés et qu'on empruntait. Ces routes ont alors deux fonctions essentielles, donc l'économie mais aussi la politique, puisque ces routes sont un moyen de pouvoir arpenter l'Empire, donc pour y assurer la sécurité. Je me suis un peu embrouillé dans ma ligne. Mais ces routes et constructions sont très régulièrement détériorées par les conditions météorologiques qui ont pour conséquence de rendre le trajet plus pénible, mais surtout plus long. Alors pour autant, ces voies permettaient de parcourir entre 30 et 60 km par jour, en fonction des marchandises à transporter ou non, desquelles les voyageurs pouvaient s'arrêter dans ce qu'on appelait des mansiones, excusez l'accent latin, c'était des sortes de gîtes, ou mutationes, qui étaient des petits relais de poste. Et donc tout cela a pour but bien évidemment de se restaurer, ou bien de changer de chevaux quand ces derniers étaient trop épuisés par les trajets, ou de dormir. Et d'autant que ces routes ne sont pas toujours des lieux sûrs à cause des brigands qui se dissimulent le long des trajets, forçant les autorités romaines à poster des soldats et des milices locales à des points stratégiques de la route, et même dans certaines régions d'Orient, si bien que cela finit par faire renoncer certains aux voyages de longue distance, tant les péripéties qu'on peut rencontrer peuvent être nombreuses. Et à cette époque, le cheval était alors le moyen de locomotion le plus utilisé par les Grecs, au travers de la voiture,
à l'inverse des latins qui se déplaçaient plutôt à pied. Alors les voitures à 2 roues étaient les plus répandues, c'était ce qu'on appelait des Cisium, C-I-S-I-U-M, et c'était en fait considéré comme ce qu'il y avait de plus rapide, puisque l'embarcation, vous voyez, était assez légère. On avait d'autres types de véhicules qui pouvaient contenir 4 personnes et qui étaient transportés aussi par des chevaux. Maintenant, pour ce qui est du voyage sur mer, donc là, vous pouvez voir la carte déjà du réseau routier romain. Alors, j'ai emprunté cela au site internet Orbis, qui est très bien fait et que je vous conseille de regarder. C'est un site qui estime les temps de trajet. Par exemple, si vous voulez faire un voyage de Lugdunum à Rome, on va vous dire que ça prend tel et tel nombre de jours en fonction des conditions météorologiques, par exemple. Et on voit donc les principaux axes routiers et aussi les principaux axes maritimes sur lesquels on va revenir. Alors le voyage maritime est quelque chose de très peu répandu dans le monde romain à cause des nombreux tabous qui y sont rattachés. C'est davantage en fait l'apanage des Grecs qui, par leur situation géographique, connaissent et maîtrisent bien plus les trajets en mer. Forcément, en Grèce, il y a plein d'îles. Pour naviguer d'île en île, les Grecs sont un peuple de marins nés, en fait. Mais malgré tout, force est de constater que la mer reste un moyen de transport qui s'avère obligatoire pour atteindre certaines zones géographiques en un minimum de temps, surtout en ce qui concerne les marchandises. Comment vous voulez faire le trajet, par exemple, de la Sicile à Carthage sans navire? C'était pas possible, donc là on était quand même obligé de prendre le bateau pour tout simplement livrer des marchandises. Bon, bien qu'à cette époque, Carthage était recouverte de sel, mais par exemple pour aller de la province d'Afrique à la province italienne, il fallait prendre la mer. Mais néanmoins, le voyage en mer était seulement réservé à certaines périodes de l'année, au moment où la météo était en fait la plus clémente possible, donc si possible pas en hiver, afin d'assurer la réception des marchandises en un laps de temps qui soit le plus court possible. Donc les trajets en mer suivent principalement les côtes, puisque les Romains ne possédaient ni boussole, ni gouvernail arrière, d'autant que les ravitaillements sont plus simples dès lors que les équipages sont proches des côtes. Mais pour autant, cette manière de naviguer, même si c'est la plus optimisée, n'était pas non plus une manière très sûre à cause tout simplement du danger de la piraterie. Les pirates pouvaient piller certains navires de commerce, et même certains réseaux de pirates étaient même dirigés par des hommes d'État, que ce soit par Sextus Pompée à l'époque d'Auguste, enfin plutôt d'Octave, qui n'est qu'Octave à l'époque du triumvirat, ou alors par d'autres souverains, tels que Mithridate, qui était le roi du Pont au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas que le danger de la piraterie, il y avait aussi le danger des vents, des tempêtes, ainsi que des courants dangereux, qui, mine de rien, la Méditerranée n'est pas une mer si calme qu'on le croit. Et tout cela constitue des risques importants de naufrage qui sont monnaie courante, comme en témoigne le nombre d'inscriptions funéraires faisant référence à des morts en mer. Donc, à l'instar des routes terrestres, les trajets en mer sont aussi utilisés à des fins politiques. Donc, comme je vous le citais, avec l'exemple de Sextus Pompée, qui avait une véritable flotte de guerre, donc considérée comme des pirates par Auguste, mais lui contrôler la Sicile, qui était vraiment une base maritime à cette époque, et terroriser en fait les navires de commerce qui naviguaient entre Rome par exemple et la Sicile, ou entre Rome et la province d'Afrique. Les navires de Sextus Pompée guettaient cette province particulièrement. Alors on peut estimer que les bateaux de cette époque avaient une vitesse de 5 nœuds, soit environ 9 km/h, et en ce qui concerne les durées pour rejoindre les 2 grands ports, le site d'Orbis en fait une estimation. Alors par exemple, les navigateurs mettent 5 jours de voyage de Carthage à Ostie, et une vingtaine pour aller d'Alexandrie à Ostie. Alors Ostie, c'était le petit port que vous voyez ici, qui était situé à quelques kilomètres de Rome. C'était vraiment le port de marchandises le plus important de l'époque. On avait aussi le port de Modène, qui était situé de l'autre côté
de la botte italienne. Alors le port d'Ostie était plutôt dirigé pour le commerce, par exemple avec l'Espagne ou avec la Sicile, et le port de Modène, lui, était plus dirigé vers le commerce avec l'Orient, avec la Grèce ou avec Alexandrie et les provinces de Syrie. Donc la différence de temps de trajet, parfois importante, vous voyez, donc 5 jours de voyage entre Carthage et Ostie, 20 jours entre Alexandrie et Ostie, et bien, cette différence s'explique notamment par les courants qui peuvent profondément impacter le temps de trajet, voilà, notamment surtout les voyages qui vont d'est en ouest. Je t'invite à aller regarder une carte même des courants dans la Méditerranée, c'est assez intéressant pour comprendre les temps de trajet à cette époque. Mais contrairement aux navires de guerre, nettement plus rapides, les navires de commerce sont en fait uniquement propulsés à la voile, et non pas... il y a quelques rameurs, mais pas autant que dans une trière romaine, par exemple. Donc ils ont aussi quand même néanmoins une centaine de voyageurs qui transportent aussi majoritairement du vin, du blé, mais également des animaux sauvages, parfois pour les jeux du cirque, comme les éléphants ou les lions qu'on ramenait d'Orient pour les ramener à Rome, pour les faire combattre dans les fameuses arènes de gladiateurs. Donc comme vous voyez, la navigation n'était pas chose aisée, les Romains ne disposaient pas de la boussole, bien qu'elle existasse en Chine à la même époque, et devaient en fait se repérer aux étoiles. Ils ont beaucoup appris des Carthaginois en fait. Et ils possédaient aussi des cartes, donc comme je le disais, héritières des géographes grecs, et naviguaient en fait de point d'intérêt en point d'intérêt le long des côtes, un peu comme un navire caboteur en fait. Alors on peut se demander maintenant quelles raisons en fait poussaient les Romains à voyager. Et j'en ai identifié une, donc parmi toutes celles qu'on va voir, la plus importante, c'est certainement les voyages officiels. Et surtout, ce sont les voyages les mieux renseignés. Donc les voyages où on trouve l'empereur en personne qui se déplace de Rome vers une province plus ou moins lointaine pour aller l'inspecter. Mais surtout pour se montrer à des fins de propagande et de démonstration d'autorité. L'adage ubi imperator ibi Roma, qui veut dire littéralement là où est l'empereur, là est Rome, nous explique bien la nature itinérante du gouvernement. Puisque l'Empire romain n'est pas un État centralisé, l'autorité et le pouvoir se trouvent là où se situe l'empereur, et il est donc nécessaire pour l'empereur d'effectuer des voyages pour établir cette autorité au sein d'une province turbulente, par exemple. Mais cependant, les voyages impériaux restent quand même assez exceptionnels, du fait de la difficulté de leur organisation, vous allez le voir, et à cause des moyens financiers et logistiques colossaux qui l'accompagnent, et surtout qui sont nécessaires. Alors en effet, l'empereur n'est pas seul à voyager, c'est tout d'abord sa famille qui l'accompagne, et également des cohortes prétoriennes et autres corps légionnaires chargés de le protéger et de l'aider pour ses éventuelles campagnes militaires. Ensuite, l'empereur est suivi de tous ses esclaves et affranchis, de ses chevaliers, qui transportent les papyrus, les archives d'État, qui tiennent également ses comptes. Alors en somme, l'empereur transporte avec lui tout l'appareil d'État, une véritable petite ville qu'il faut bien sûr nourrir et loger. Donc on comprend donc que le départ de l'empereur cause premièrement un vide à Rome, et deuxièmement est l'occasion d'une grande cérémonie, puisqu'une nouvelle capitale est créée en fait le temps du voyage, une capitale itinérante. Alors le coût des voyages est également immense, les villes-étapes se doivent d'accueillir le prince et sa suite en déployant tout un faste qui est exceptionnel pour l'époque et qui doit être surtout à la hauteur de la pompe impériale. La venue d'un empereur dans une ville est un si grand événement que cette dernière fait frapper monnaie, et ainsi on voit beaucoup de pièces porter la mention Adventus Augustus, qui signifie littéralement l'arrivée de l'Auguste. Alors là vous voyez Auréus de Septime Sévère, donc Septime Sévère qui est empereur au début du IIIe siècle, avec la mention, donc vous voyez Adventi Augustus Felicissimo, qui signifie la venue de l'empereur, donc bienheureux. C'est une pièce assez remarquable, déjà c'est un auréus, elle est très bien conservée, et d'ailleurs si vous voulez vous renseigner un peu plus sur, en numismatique, sur les Adventus Augustus, vous pouvez aller voir les travaux d'Éric Perrin, qui est professeur d'histoire à l'université de Montpellier. Alors chronologiquement, les voyages officiels se généralisent dès la fin de la République et deviennent en fait courants sous le Haut Empire.
Alors au début, ils se confondent avec les conquêtes militaires, hein, comme ceux de Jules César en Gaule ou d'Octave en Orient. Là, vous voyez la carte des conquêtes militaires. Voilà, hein, les conquêtes, les fameuses conquêtes d'Octave contre Antoine, puis plus tard hein, contre le royaume d'Égypte, hein, où Antoine réside également. Et les mots d'ordre de ces voyages sont en fait la réorganisation, la conquête et l'intégration de nouvelles provinces. C'est ce qui se passe pour Octave, qui par exemple doit en effet réorganiser l'Orient et la Grèce, hein, qui était longtemps acquis à Marc-Antoine, donc pendant son expédition, et cela passe par l'octroi de privilèges aux cités pour réintégrer les populations, et par la réorganisation de l'administration de l'Égypte, qui est devenue province romaine en moins 30. Alors cette réorganisation est essentielle dans certaines provinces, hein, qui ont subi quasiment un siècle de guerre civile au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc pour la conquête, Octave veut donner à l'Empire romain une cohérence géographique, et cela passe par l'établissement de frontières naturelles comme le limès du Rhin, ou la frontière des Alpes. Et enfin, les populations récemment conquises se montrent souvent belliqueuses, et l'empereur ou son entourage doit souvent aller les mater dans des expéditions. Alors citons l'expédition de Tibère en Illyrie, ou de Varus en Germanie, hein, avec le fameux épisode de la bataille de Teutobourg, où Varus se fait liquider ses 4 légions, si je ne m'abuse, ou ses 4 ou ses 2, je crois que c'est 4 légions qu'il perd à Teutobourg. Mais à vérifier. Alors ces voyages sont bien sûr l'occasion d'apporter de la gloire à l'empereur qui justifie ainsi son pouvoir, et bien sûr la tradition des voyages officiels est perpétuée par ses successeurs après la mort d'Auguste. C'est le cas de Caligula qui voyage en Gaule, de Claude en Bretagne. Alors par la Bretagne, j'entends ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne, hein, pas la petite Bretagne qui est située dans la Gaule de l'époque, mais donc il va conquérir donc l'Angleterre actuelle. Néron d'ailleurs se produit souvent en Grèce. Ces voyages sont tous bien documentés dans la vie des 12 Césars hein, de Suétone, bon, qu'on évitera de prendre tout de même au pied de la lettre, mais par contre il est certain qu'il a visité la Grèce pour se produire là-haut. Et on retrouve aussi des voyages officiels jusqu'à la crise du IIIe siècle. Hein. Marc Aurèle, Septime Sévère, Caracalla ont voyagé pour tenter de maintenir l'unité de l'Empire. Et donc à côté de ces missions impériales, hein, on a d'autres missions hein, d'exploration qui nous permettent de voir un peu les relations qu'entretient l'Empire avec les confins du monde connu. Alors les voyages officiels s'accompagnaient souvent en fait de missions d'exploration ou d'ambassades visant à établir des liens avec les populations locales. Attendez, petit problème de micro. Alors une des toutes premières missions du genre fut celle de Scipion Émilien en Orient et en Égypte, hein, très documentée par Polybe, où il rencontra en fait le roi Lagide Ptolémée VIII. Les Romains ne furent pas de grands explorateurs, la plupart des voyageurs et périégètes étaient d'origine grecque, à l'instar de Pausanias ou de Strabon. Les grandes missions d'exploration purement romaines n'étaient pas d'initiative privée, mais venaient souvent de l'empereur ou de son entourage. Et on peut en citer 2 grandes que je vais vous raconter. 2 grandes expéditions officielles lancées par 2 empereurs, Auguste et Néron. Alors en moins 26, donc sous le règne d'Auguste, le préfet d'Égypte, Aelius Gallus, doit donc sous l'ordre d'Auguste diriger une expédition armée en Arabie heureuse, qui est en fait l'actuel Yémen. Et donc probablement à des fins de conquête. Et cet épisode nous est conté donc par Auguste lui-même dans ses Res Gestae, hein, qui est en fait le 26e point de son testament, donc les Res Gestae Divi Augustus, donc les faits et gestes du divin Auguste, c'est en fait son testament politique. Donc voilà, il nous raconte cet épisode, et bien qu'il assimile l'expédition à une victoire militaire, la réalité en est tout autre, hein, car l'armée de Gallus se perdit probablement dans le désert arabique, et en fait est revenue très très affaiblie. Une deuxième grande expédition bien connue, hein, il y en a eu beaucoup d'autres, hein, mais celle-là est aussi la plus connue, est celle lancée par Néron pour découvrir les sources du Nil. Alors on a plusieurs sources qui relatent le trajet suivi par les troupes prétoriennes envoyées par l'empereur. Alors Sénèque le Jeune, dans ses questions naturelles, et Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, détaillent l'expédition. Le but de cette dernière est incertain. Pline évoque des possibilités de conquête de l'Éthiopie. Quoi qu'il en soit, l'expédition arrive jusqu'à Méroé, en Nubie,
La ville était déjà connue de l'époque d'Auguste, hein, et l'expédition fait de la reconnaissance dans cet endroit. Hein, donc, les soldats franchissent ensuite probablement hein, la 6e cataracte du Nil. Alors, les cataractes du Nil, ce sont des endroits où, en fait, la rivière se rétrécit, et ça fait des courants rapides, si vous voulez. Et donc, il y en a plusieurs le long du Nil, hein, qui s'arrêtent généralement on définit l'Égypte, la province égyptienne s'arrête, je crois, à la 6e cataracte, si je ne m'abuse, mais ça aussi c'est à vérifier. Mais en fait, ce sont des sortes d'endroits repères qui servent en fait de frontières. Donc j'en étais à cette 6e cataracte du Nil, ils la franchissent, mais les historiens débattent encore du point d'arrivée de l'expédition. Alors Sénèque évoque un immense marais, probablement le Soude, qui est un vaste marais de l'actuel Soudan du Sud, mais il parle également de 2 rochers d'où tombait un énorme cours d'eau, alors je cite, hein, et d'un immense lac qui faisait, là pour le coup, fortement penser au lac Victoria. Donc vous voyez, si les Romains se sont aventurés jusque-là, c'est pour le coup une sacrée trotte. Mais les historiens penchent quand même plus pour les marais du Soude, donc qui seraient situés plutôt après Méroé, donc vous voyez dans cette zone. En dessous, hein, au sud de l'endroit où le Nil se rejoint pour ne former qu'un seul fleuve, quelques centaines de kilomètres en dessous, c'est là que sont situés ces marais. Mais on ne sait pas vraiment en fait, ça pourrait être le lac Victoria, donc dans ce cas, si c'était le lac Victoria, ce serait quand même un sacré trajet pour le coup. Alors je reprends mes notes. Donc la mort de Néron vient cependant enterrer les projets d'exploration et de conquête du Nil. Mais on peut aborder aussi quelques autres voyages, hein, les relations, dans le cadre des relations entre l'Empire romain et l'Extrême-Orient, le long de ce qui est encore la proto-route de la soie. Hein. On ne peut pas vraiment parler de route de la soie, puisque, comme vous le savez, le long de l'histoire de la route de la soie, c'est principalement des contacts indirects qui étaient établis soit entre Rome, ou parfois même entre l'Empire byzantin et certaines dynasties chinoises, très rares en fait, quasiment même à l'époque romaine. Quasiment aucun Romain ne s'est rendu en Chine, à part une expédition qui date de l'époque de Marc Aurèle, et encore, ils ne sont pas allés jusqu'à la cour de l'empereur, ils se sont arrêtés en fait dans ce grand désert qu'on appelle le Taklamakan. Ils se sont rendus jusque-là, ils ont fait demi-tour. Mais on a quand même un récit chinois qui nous conte cette expédition, et les Chinois ont aussi conscience qu'il existe un grand empire, mais n'en ont que très peu de détails. Il y a eu aussi, dans le sens inverse, des Chinois qui sont allés visiter les provinces orientales de l'Empire romain, que ce soit en Syrie, par exemple. Mais voilà, le reste, ce n'est pas des contacts directs, c'est principalement indirect, et en fait, c'était ce qu'on appelle l'Empire parthe qui faisait office d'intermédiaire entre les deux. Donc voilà pour ça. Et aussi, voilà, les principaux échanges commerciaux et principales routes maritimes, c'était pas vraiment le long de la route de la soie, mais plutôt, en fait, le long de la route des épices, qui partait en fait de l'Égypte jusqu'en Inde, hein, où on a des traces indirectes d'échanges entre des marchands romains et des marchands indiens. Donc souvent on trouve des pièces même romaines, des monnaies romaines, mais aussi on a donc parfois pour le coup c'est via la route de la soie, on a des traces d'aristocrates romaines qui s'habillaient avec de la soie. Enfin, la plupart étaient quand même des contacts assez indirects, comme je le répète. Voilà. Donc n'exagérons pas la portée de ces échanges qui restent quand même très limités et indirects. Donc ni les Romains ni les Chinois n'ont envoyé d'ambassades officielles sur le territoire de l'autre. Et enfin, dernière classe de voyages qui sont en fait les voyages privés. Alors il y a un paramètre essentiel dans la multiplication des voyages à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit du développement d'un commerce méditerranéen et tout particulièrement d'un commerce maritime qui permet des échanges beaucoup plus lointains. Donc les voyages les plus fréquents
sont les voyages professionnels, les voyages officiels étant relativement exceptionnels, hein, comme je le disais, mais donc forcément, par leur caractère exceptionnel, c'était les plus documentés, et donc on a très peu de sources en fait sur des voyages professionnels, privés, c'était de l'ordre de la banalité. Du simple paysan qui va vendre son surplus de récolte au marché du village d'à côté, ou d'un marchand étranger venu vendre des denrées rares à Rome, pardon. Les deux sont reliés en fait par le commerce. Avec les conquêtes romaines, les négociants investissent dans les provinces nouvelles, les publicains collectent l'impôt et établissent des sociétés, toujours dans le désir de s'implanter fixement dans une région et d'y rester. Ce sont aussi les artistes et les intellectuels qui voyagent, hein, comme ce fut le cas pour Cicéron, qui nous livre une description de la Sicile dans ses Verines, qui dénonce aussi les abus du propriétaire Verres. C'est le cadre principal de l'histoire, hein, on l'accuse d'être corrompu, mais dans cet ouvrage, on a quelques extraits de Cicéron qui voyage en Sicile. Les Grecs Strabon et Pausanias ont également beaucoup exploré le monde autour d'eux et ont compilé leur savoir dans des traités de géographie. Et les empereurs font également venir dans leur entourage des spécialistes qui viennent pour la plupart d'assez loin. On peut citer Apollodore de Damas, qui est un architecte syrien appelé à la cour de Trajan et à qui l'on doit le pont de Trajan ou le forum de Trajan à Rome. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a derrière en fait chaque monument construit à la gloire de l'empereur des architectes et des artisans qui sont venus du monde entier, sans compter les esclaves et affranchis qui le construisent, et qui eux aussi viennent d'autres provinces de l'Empire, et qui ne sont pas souvent employés sur place. Hein. On retrouve la même situation d'ailleurs pour les athlètes qui viennent participer aux Jeux panhelléniques, olympiques et autres types de jeux, hein, que ce soit même par exemple le cas des gladiateurs. Ces derniers font des milliers de kilomètres pour concourir. Enfin, en plus de la diffusion des savoirs, des cultures, les voyages sont le moteur de la diffusion religieuse. On trouve à Rome beaucoup de prédicateurs, des affabulateurs qui la plupart viennent d'Orient, hein, qui prêchent le culte d'Isis, hein, le fameux culte isiaque, dont on a hein, des traces. Donc, de base, le culte d'Isis vient d'Égypte, et il s'est bien développé surtout en Syrie, un peu en Grèce et parfois même en Italie, où on retrouve des statues sur le modèle de la déesse Isis, hein, donc apparentée à Déméter à Rome, hein, pour tout simplement c'est la déesse de la fertilité. Mais c'est aussi surtout à travers les voyages de Paul de Tarse hein, que la religion chrétienne se diffuse en Orient, donc vous voyez qu'il y a de multiples raisons de voyager à cette époque, beaucoup plus qu'on peut le soupçonner, que la plupart des voyages n'étaient en fait pas documenté, donc c'était plus compliqué d'avoir des informations sur cela. Bon, donc j'en ai terminé pour cet exposé. Voilà quelques extraits des sources que j'ai employées. Donc, en premier lieu, les élégies de Properce avec lesquelles j'ai commencé cet exposé, hein, qui sont en fait des poèmes hein, qui datent de l'époque d'Auguste. Hein. Beaucoup d'ailleurs sont des poèmes de propagande. Les histoires de Polybe, surtout le testament d'Auguste, et voilà, comme je disais, la géographie de Strabon, on aurait pu rajouter celle de Claude Ptolémée, et nombre de voyages sont aussi comptés dans les histoires naturelles de Pline l'Ancien. Et donc visitez aussi ce site orbisstanford.edu, qui est vraiment très bien fait, et nous informe en fait sur les temps de trajet qu'il pouvait y avoir entre deux villes romaines. Donc voilà pour cet exposé, est-ce qu'il y a des questions ?